Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode du nouveau programme. Alors aujourd'hui, je vous emmène en plein cœur de Paris, dans le quartier du Montparnasse. Derrière moi, il est probable que vous ayez déjà reconnu l'opération Maine-Montparnasse, un ensemble architectural et urbain dominé par la plus haute tour de la ville, la tour Montparnasse. Mais c'est aujourd'hui un autre de ces bâtiments emblématiques que je vous propose de découvrir, l'immeuble Mouchotte, plus grand immeuble de logement de la capitale. L'opération Maine-Montparnasse se situe à la jonction des 6e, 14e et 15e arrondissements, sur la rive gauche de la ville de Paris. On y trouve notamment l'une des 7 gares de la capitale, la gare Montparnasse. L'histoire ferroviaire de Montparnasse commence en 1840, lorsqu'y arrive une ligne de chemin de fer depuis Versailles. On n'y trouvait alors qu'une petite gare à 2 voies, l'embarcadère du Maine, qui sera très vite remplacée par la première gare Montparnasse. Inaugurée en 1852, cette gare s'avère, dès le lendemain de la Première Guerre mondiale, déjà incapable d'assurer l'augmentation du trafic. On lui construit alors des gares annexes, Maine-Arrivée en 1929, puis la gare de Maine-Départ en 1938. On se retrouve donc à la fin des années 30 avec 3 gares à Montparnasse. Face à cette situation incommode, l'idée de les regrouper en une nouvelle gare apparaît, une nouvelle gare qui, vous allez le voir, ne serait pas tout à fait au même endroit. L'idée était en effet de reculer la gare, qui donnait alors sur le boulevard du Montparnasse, pour la reconstruire plus en amont sur l'avenue du Maine, libérant par la même occasion l'espace d'une large esplanade. Mis en sommeil par la Seconde Guerre mondiale, ce projet sera relancé au milieu des années 50 sous l'impulsion d'Edgar Pisani, alors sénateur de la Haute-Marne. Au-delà de reconstruire la gare, Pisani défend l'idée d'en profiter pour réaménager totalement le quartier, donnant naissance à l'opération Maine-Montparnasse. Symbole d'un nouveau Paris, l'opération a pour ambition de créer un grand centre d'affaires au cœur de la rive gauche, propulsant avec prestige la capitale dans le XXe siècle. Son chantier, le plus grand que la ville ait connu depuis les travaux d'Haussmann, s'étalera sur 14 ans, de 1959 à 1973. Il donnera à Paris sa nouvelle gare Montparnasse, ainsi que son premier gratte-ciel, la tour Montparnasse. Le plan masse de l'opération est conçu par l'AOM, l'agence d'architecture de l'opération Maine-Montparnasse, un groupement réunissant 6 éminents architectes de l'époque. Il s'organise en 4 secteurs, répartis de part et d'autre de l'avenue du Maine, à cheval, sur les 14e et 15e arrondissements. D'un côté, les secteurs 1, 2 et 4, dont les bâtiments forment un grand U autour des voies ferrées. Ils sont reliés entre eux par une dalle d'infrastructure où l'on trouve des bureaux, des parkings, mais surtout la nouvelle gare. De l'autre côté de l'avenue, sur le secteur 3 libéré par l'ancienne gare, la tour Montparnasse et son socle. L'opération prend place dans un périmètre constitué par les voies existantes, à l'exception de la rue du commandant Mouchotte, percée pour l'occasion, et séparant les secteurs 2 et 4 de l'îlot Vendôme, aménagés sur la même période. Le quartier subira enfin de grandes transformations dans les années 90, avec la construction de plusieurs nouveaux bâtiments, et surtout la couverture des voies ferrées par un parc, le Jardin Atlantique. Prévu dès l'origine, ce parc complète avec 25 ans de retard le programme de l'opération Maine-Montparnasse. Celui-ci, qui se voulait au départ essentiellement composé de bureaux, intégrera finalement 2 immeubles de logement, et c'est Jean Dubuisson qui en sera l'architecte. Jean Dubuisson naît le 18 septembre 1914 à Lille, d'un père architecte lui-même, fils d'architecte. Maître d'œuvre de l'hôtel de ville de Lille, Émile, son père, l'emmène souvent sur les chantiers, l'incitant par ailleurs à la pratique quotidienne du dessin. En 1934, suivant la voie de son père, il intègre l'école d'architecture de Lille pour 4 ans, avant de s'en aller parfaire sa formation à Paris, où il obtient son diplôme en juin 1939. En 1945, il est lauréat du premier Grand Prix de Rome, grâce auquel il part pour l'Italie et la Grèce jusqu'en 1949.
Rapidement après son retour, Dubuisson réalise avec Félix Dumail les logements du grand quartier général des forces alliées à Saint-Germain-en-Laye, le SHAPE, pour lequel il est immédiatement salué. Il y détourne en effet le procédé Camus, un mode de préfabrication qui lui avait été imposé, en plaçant les refends perpendiculairement aux façades, permettant de les libérer entièrement de tout point porteur. Sa carrière lancée, il réalise bientôt un grand nombre d'opérations, dont la résidence du parc à Croix, pour laquelle il obtient le Grand Prix d'urbanisme en 1960. Rapidement reconnu comme spécialiste en matière de logement, on lui passe en 1959 une commande exceptionnelle, 1000 logements à Montparnasse. Ces logements se répartissent en 2 immeubles, situés de part et d'autre de l'opération. D'abord, le long du boulevard Pasteur, 250 logements de luxe, Sémaine Montparnasse 1. Ensuite, le long de la rue du commandant René Mouchotte, 750 logements locatifs, Sémaine Montparnasse 2, qui prendra rapidement le nom d'immeuble Mouchotte. L'immeuble Mouchotte est le plus grand bâtiment d'habitation jamais construit à Paris. Rendez-vous compte, 88 000 m² de logements répartis en 754 appartements, des milliers de mètres carrés de parking, 2 niveaux de cave, le tout pour plus de 2500 habitants, un véritable village vertical. Le bâtiment prend la forme d'une grande barre en forme de L, qui s'étend sur plus de 200 mètres de long et près de 50 mètres de haut. Il se divise en 13 cages d'escalier allant de A à M et se développe sur 17 étages, en plus du rez-de-chaussée. Posé sur la dalle de l'opération Maine Montparnasse, il est en recul par rapport à la rue, ménageant ainsi une terrasse à laquelle on accède par de nombreuses entrées. L'entrée principale, située au numéro 26 de la rue Mouchotte, est un simple escalier à triple volet qui mène directement sur la dalle. À sa droite, une rampe permet l'accès des véhicules, tandis qu'une autre entrée mène uniquement à des ascenseurs placés au centre de l'immeuble. Enfin, une entrée secondaire, au numéro 6 et 8 de la rue Mouchotte, se présente au niveau du retour du bâtiment. Plus proche de la gare et des métros, c'est cette entrée qui est privilégiée par les habitants. D'autres accès sont enfin possibles depuis la dalle, via une passerelle reliée à celle de l'îlot Vendôme, ou depuis la gare, menant directement sur la terrasse Modigliani. Véritable rue 10 mètres au-dessus du sol, c'est cette terrasse qui est le rez-de-chaussée de l'immeuble et qui donne accès à chacun des halls. Surélevés d'1,20 m, les entrées conduisent à des halls largement vitrés, menant droit vers les ascenseurs. Aux étages, le plan s'organise autour d'un noyau de circulation qui distribue le plus souvent 3 appartements, un 2 pièces, un 3 pièces, un 4 pièces. Cette cellule type se répète en miroir tout le long de l'immeuble, à l'exception du bâtiment A, sur lequel nous reviendrons plus tard. Majoritairement traversants, les logements sont orientés nord-ouest-sud-est, avec les chambres le plus souvent côté rue, les cuisines et les séjours majoritairement côté jardin. Ils se démarquent enfin par leur grande fonctionnalité, en témoignent les nombreux espaces de rangement présents dans tout l'appartement. Alors, je m'appelle Hélène et j'habite ici depuis 1992. Qu'est-ce qui fait que j'aime vivre ici? C'est très particulier ce que je veux dire, mais la configuration de Mouchotte fait qu'on ne donne pas, quand vous sortez de votre immeuble, vous n'êtes pas directement sur la rue, vous êtes sur ce qu'on appelle la terrasse, qui est au 3e étage par rapport à la rue, et même chose de l'autre côté, côté jardin. Mouchotte, c'est une île au milieu de Paris. Tout ça forme un village, c'est un vrai village. Tout le monde se connaît, ne serait-ce parce qu'on se rencontre sur la dalle. Je ne sais pas quoi dire d'autre, c'est un bel appartement que j'aime beaucoup. C'est un appartement de 3 pièces, à peu près 70 mètres carrés. C'est un appartement traversant. On a le soleil quasiment toute la journée. Alors, les fenêtres, elles vont du sol au plafond. C'est des baies vitrées magnifiques qui donnent une lumière incroyable. Elles font que les murs disparaissent en fait. Il n'y a plus de murs là, il n'y a que des fenêtres. Et on est en plein Paris, sans vis-à-vis, sans bruit, enfin au moins du côté du jardin. Et ça, c'est formidable. Et s'il y a de nombreux aspects remarquables au sujet de Mouchotte, c'est bien celui de sa façade qui mérite que l'on s'y attarde, et ce, autant de l'extérieur que de l'intérieur.
Prenant toute la largeur des pièces, les façades intérieures se distinguent par leur grande quantité de surface vitrée, de laquelle émerge une tablette en bois, placée à 80 cm de hauteur. Faisant office d'allège, cette tablette permet d'éviter la sensation de vertige, ainsi que de rendre la façade active, pouvant être utilisée comme étagère ou comme bureau. À l'origine encadrée par des joues en bois, les baies comportent de nombreux détails, notamment un coffret en partie haute, qui intègre les stores initialement bleu marine de la façade. Et ces façades de Montparnasse, elles ont une histoire, car j'avais très envie de faire quelque chose qui ressemble à un écossais. Il paraît que c'est ma marque d'ailleurs. Soutenues par une gigantesque ossature en aluminium, les façades de l'immeuble Mouchotte sont recouvertes à 72% de surface vitrée, laissant largement percevoir l'intérieur des logements. Leur trame se compose d'abord de grands bandeaux horizontaux à la hauteur des planchers, redécoupés par un bandeau plus fin marquant la position des tablettes en bois. Une première série d'éléments verticaux marque ensuite le découpage des pièces, chambres, séjours, cuisine, eux-mêmes rythmés par la position des ouvrants, un petit pour les chambres et les cuisines, un petit et un grand pour les séjours. Répétée sur toute la surface de l'immeuble, cette trame forme un dessin abstrait monumental, le motif écossais, recherché par Dubuisson. Cette façade lisse, qui fait écho à celle des immeubles de bureaux voisins, jouit d'une complète autonomie technique et plastique qui est permise par la structure en refend du bâtiment. Construite en béton armé coulé sur place, sa structure est en effet composée de voiles placés perpendiculairement aux façades, ce qui les libère, rappelons-nous-en, de tout point porteur. Cette façade est en fait ce qu'on appelle un mur rideau, une façade légère appuyée sur la structure, mais qui en est complètement indépendante. Ce mode constructif permit au chantier de s'achever très vite, en 1966, au bout de seulement 2 ans de travaux. Seule exception, le bâtiment A, qui ne sera livré que l'année suivante. Celui-ci, qui forme le retour de l'immeuble vers la rue, est une partie véritablement singulière de l'immeuble. Au rez-de-chaussée d'abord, où se trouvent des locaux communs, salles de réunion, salles d'exposition, prolongées par un porche qui relie l'accès depuis le jardin à celui vers la rue. Mais la spécificité du bâtiment A tient surtout au logement que l'on y trouve, des appartements ateliers destinés à reloger les artistes du quartier. Mon nom est Ambrogio Galbiati, je suis peintre depuis l'âge de 13 ans. Nous savions qu'ici, dans l'immeuble, il y avait 5 ou 6 étages avec des appartements comme celui-ci, qui étaient autrefois occupés par des artistes. Précédemment, ici, il y avait un écrivain qui, lui, contrairement à moi, fermait tous les volets parce qu'il aimait bien travailler dans le sombre. Non, c'est un choix. Mais c'était son lieu préféré. L'idée d'avoir à côté, si vous voulez, le salon où je peux me déplacer, faire autre chose, après venir ici, après discuter un peu avec ma femme. Et l'autre chose qui m'intéresse beaucoup, certainement les tablettes, de toute façon les fenêtres, la lumière. Le fait de savoir que vous êtes ici entouré du bruit parce qu'il y a un bordel ici, et en même temps, vous avez un jardin, et vous êtes un peu isolé. C'est-à-dire vous survolez ça. Le rapport avec le ciel et la lumière du ciel, ça c'est extraordinaire. Exemple phare de la production architecturale des 30 Glorieuses, Mouchotte se verra décerner, en 2010, le label Patrimoine du XXe siècle. Les habitants, quant à eux, s'attacheront pour beaucoup à l'immeuble et à la vie particulière que l'on y mène. Sa terrasse, véritable place du village ornée d'une sculpture de Berto Lardera, est leur lieu de rencontre privilégié et où ils organisent de nombreux événements, comme chaque année, une grande fête de l'immeuble. Au-delà d'une référence architecturale, l'immeuble Mouchotte et plus largement l'opération Maine Montparnasse deviendront le symbole d'une modernité déshumanisante pour certains, témoin d'une nouvelle forme de civilisation urbaine. Mouchotte inspirera ainsi les décors du film Playtime de Jacques Tati, alors même que son chantier n'était pas encore achevé. Depuis, il a été le décor de nombreux films et sera rendu internationalement célèbre en 1993 par une photo d'Andreas Gursky, Montparnasse, qui reconstitue une grande partie de sa façade. Dubuisson, qui aura construit en tout plus de 20 000 logements, fermera son agence en 1983, dans une période amère où la production des 30 Glorieuses commence à être l'objet de grandes critiques.
Peu connu jusqu'à une exposition qui lui est consacrée en 1991, son œuvre sera bientôt unanimement reconnue par la profession, notamment pour la grande attention portée au bien-être des habitants. Demeurant l'un des rares architectes à avoir loué des appartements dans les cités qu'il construisait, Dubuisson trouvera la mort à Nîmes en 2011. Ses enfants, ainsi que certains de ses petits-enfants, suivront sa voie, devenant à leur tour architectes. Alors aujourd'hui, ce Paris de l'an 2000 que représentait l'opération Maine-Montparnasse est de nouveau dans une phase de grande transformation. En témoigne la modernisation de la gare Montparnasse qui vient de s'achever et surtout la rénovation de la tour qui est sur le point de démarrer. Quant à l'immeuble Mouchotte, le temps nous dira comment il saura s'adapter au Paris du XXIe siècle. Et c'est ainsi que s'achève la première saison du nouveau programme. Vous l'avez vu, 2 ans, c'est le temps qu'il nous aura fallu pour produire leur épisode à chacun des bâtiments qui apparaissent dans notre générique. Désormais, nous voudrions accélérer ce rythme afin de pouvoir vous proposer des vidéos de façon plus régulière, mais pour cela, nous avons besoin de vous. Réaliser une vidéo comme celle-ci prend en effet du temps, mais nous n'avons aucun financement qui nous permette de nous y consacrer pleinement, ni même de payer notre équipe. C'est la raison pour laquelle nous lançons une cagnotte sur Tipeee, une plateforme de financement participatif qui va vous permettre, si vous le pouvez, de nous aider. Il vous suffit pour cela de cliquer sur le lien que nous vous mettons dans la description. Évidemment, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et partagez nos vidéos autour de vous. Dites-nous bien sûr dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode et retrouvez-nous comme toujours sur Facebook et Instagram. Enfin, pour ceux qui voudraient en savoir encore plus sur Mouchotte, je vous invite à aller découvrir l'excellent site de l'association culturelle Mouchotte qui vient de sortir, sur lesquels vous retrouverez des centaines de documents sur l'immeuble et son quartier. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous à la rentrée pour la 2e saison du nouveau programme.